à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hasgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce mardi 9 mars 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. Plus de 80 femmes ont été tuées depuis janvier 2020 et plus de 80 autres ont été victimes de violences basées sur le genre, rapporte la Ligue ITK. Deux chauffeurs de l'association Kakiru sont sous les verrous depuis plus de 2 semaines. Ils sont victimes d'avoir dénoncé la mauvaise gestion des biens de l'association. Il est désormais interdit d'importer les graines et la farine de maïs. Selon le ministère du Commerce, ces denrées alimentaires pourraient être à l'origine du cancer. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Cavella et ingénieur J.D. Mwemero sont à la cabine technique. Encore une fois, bienvenue page sécuritaire. D'abord, une femme de la colline Ruhanza, zone Giheta, est morte au cachot de la commune Giheta en province Gitega. La victime a été torturée par 3 personnes, dont un policier. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. La femme qui est décédée dans le cachot de la commune Giheta s'appelait Suaviz, originaire de la colline Ruhanza, zone et commune Giheta, province Gitega. Selon les habitants du chef-lieu de la commune Giheta, le 7 mars, cette femme était dans un cabaret situé au chef-lieu de la commune. Selon les mêmes informations, cette femme était en train d'uriner lorsque 3 personnes, dont un policier d'Inodo, Joseph Kabanda, se sont mis à la tabasser. Ils l'ont accusé de se soulager tout près de la cuisine. La femme a ensuite été arrêtée puis détenue au cachot de la commune Giheta où elle est morte quelques heures plus tard. Après sa mort, 2 personnes ont été arrêtées par la police. Mais les habitants de la commune Giheta demandent que le policier Joseph Kabanda soit également arrêté puisqu'il fait partie de ceux qui ont torturé cette femme. Nous avons essayé de joindre Micheline Ninahaza, administrateur de la commune Giheta, mais elle n'a pas décroché son téléphone portable. Des violations graves de droits de l'homme ont été commises à l'endroit des femmes depuis janvier 2020 jusqu'au mois de février 2021. Au moins 83 femmes ont été tuées, 82 autres ont été victimes de violences basées sur le genre. Un bilan dressé par la Ligue de défense des droits de l'homme, Ligue ITK, sur la situation de la femme au Burundi. La Ligue ITK a également évoqué le trafic de filles et femmes, ainsi que la faible représentativité de la femme au sein des institutions publiques. Marie-Ange Ikodze nous en dit plus. 37 parmi ces 83 femmes tuées depuis janvier 2020 ont été retrouvées mortes. Dans ce rapport annuel sur la situation des droits de la femme rendu public ce lundi 8 mars 2021, la Ligue TK fait savoir que la violence basée sur le genre persiste au pays et 82 femmes ont été victimes de ces violences, 55 ont été arrêtées arbitrairement, 10 ont été blessées dans des attaques des hommes à main armée, dans les ménages ou par des agressions physiques perpétrées par leurs conjoints. Selon cette ligue, ces chiffres viennent s'ajouter à ceux des années antérieures. Ainsi donc, depuis janvier 2018, au moins 215 femmes ont été tuées, 12 enlevées et 89 victimes de la violation basée sur le genre. Dans ce rapport, la Ligue ITK ajoute qu'au Burundi, le trafic des êtres humains est une réalité. Des filles et femmes burundaises sont transportées dans des pays arabes après avoir été enfermées dans des maisons de compagnie qui exercent ce trafic. Elle signale le récent cas de 101 femmes et filles retrouvées enfermées dans un bâtiment situé au quartier Miroir, zone Buterere, commune Nahangwa, dans Bujumbura Mairie. C'était en date du 14 décembre 2020. Selon toujours ce rapport de la Ligue ITK, bien que les quotas prévus pour les femmes au sein du gouvernement ou encore par les administrateurs communaux soient respectés, les quotas du genre sont loin d'être observés dans d'autres secteurs de la vie du pays. À titre illustratif, au sein des entreprises para-étatiques, sur un total de 27 cadres, il y a seulement 7 femmes, soit
7%. Au niveau des provinces, sur un effectif de 18 gouverneurs, figurent seulement 3 femmes, soit 17%. Vu toutes ces violations graves de droits de la femme, la Ligue ITK demande au gouvernement de protéger la femme contre ces violences et de traduire en justice tous les auteurs des violences faites aux femmes, mais aussi de veiller à ce que la femme ait le minimum de 30% dans les institutions du pays, voire de dépasser rapidement ce minimum. Merci Marie-Ange. Il a causé toujours page droit de l'homme depuis plus de 2 semaines. 2 chauffeurs de l'association Kakiru sont emprisonnés dans la prison centrale de Mimba pour avoir dénoncé la malversation faite par les responsables de cette association. Aucun d'eux n'a été comparé devant la justice et depuis leur arrestation, actuellement leurs familles sont effrayées que les leurs pourraient être tués. Le point avec Walter Pizzer. Olivier Kanya et Apollinaire Ngenzebuhoro sont les 2 chauffeurs de l'association Kanyosha Kibenga Rudziba, Kakiru en sigle, détenus à la prison centrale de Mimba depuis le mois de février. Les témoins indiquent qu'aucun mandat ne leur a été présenté le jour de leur arrestation. L'un de ces chauffeurs est Chania Olivier et l'autre est le nommé Apollinaire Ngenzebuhoro. Ce dernier a été arrêté le 22 février 2021. Il a été amené à la Sojimac et ensuite conduit à la prison centrale de Mimba à bord d'une camionnette dans certains Chilira. Pour Apollinaire, la situation a été presque similaire. Il a été enlevé par des gens à bord d'une camionnette et l'ont conduit à la Sojimac. Par la suite, il a été conduit à la prison centrale de Mimba. À part que personne parmi ces chauffeurs n'a comparu devant la justice, mais leurs familles respectives ne sont pas autorisées à leur rendre visite. Personne n'a le droit de leur rendre visite et aucune explication n'est donnée. Leur dossier présente beaucoup de zones d'ombre. Il n'est même pas possible de le voir. Nos sources au sein de l'association Kakiru révèlent que ces chauffeurs sont détenus parce qu'ils dénoncent les vols commis par les responsables de cette association. La cause de leur arrestation est que ces 2 chauffeurs ont eu le courage de dire à haute voix que l'argent de l'association est détourné chaque jour. Cet argent est constitué des contributions collectées régulièrement et des amendes exigées aux chauffeurs. Et si quelqu'un ose en parler à haute voix, il est emprisonné. Pour le moment, personne n'a même le droit de venir en aide aux familles de ces chauffeurs détenus. Pour Olivier, il a été arrêté le jour où il attendait la réponse de la Cour anticorruption sur les plaintes qu'il avait déposées sur ces détournements. Les membres de l'association Kakiru font savoir que certains responsables de la dite association sont à l'origine de ces arrestations de 2 chauffeurs, surtout que par la suite, ces responsables ont fait signer de force aux autres membres des textes qui excluent de l'association ces chauffeurs détenus. Contacté à ce propos, Jalini Widzi, ministre de la Justice, n'a pas décroché son téléphone portable. Page gouvernance à présent, les personnels des institutions fusionnées pour créer l'Obuha sont privés de leurs indemnités de retraite. L'Obuha a suspendu le versement de ses frais pour une nouvelle réglementation, ce que dénoncent ces personnels car violant le code du travail burundais. N'est-ce pas Inès Gakit? Depuis la création de l'Obuha en 2019, 2 équipes de personnel des différentes institutions fusionnées sont déjà parties à la retraite. La première équipe, partie la même année 2019, a bénéficié des indemnités comme prévu par la loi sur base des contrats de travail qui les liaient avec leurs employeurs, qui sont les institutions fusionnées pour créer l'Obuha, l'Office de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. À la fin de 2019, année de création de l'Obuha, ceux qui sont partis à la retraite n'ont eu aucun problème. Les coordinateurs qui ont remplacé les directeurs des différentes institutions fusionnées ont préparé les indemnités de retraite de leur personnel suivant le contrat de travail de chacun. Et les commissaires de l'Obuha ont autorisé le déblocage de ces fonds sans difficulté. Le blocage est survenu pour l'équipe de l'année dernière, censée recevoir leurs indemnités de retraite durant le mois de janvier de cette année 2021. Jusqu'à présent, ils n'ont encore rien eu. Il leur a été signifié que l'Obuha devra décider sur quelle base ces indemnités seront calculées.
Ils se sont adressés au commissaire de l'Obura qui ne leur a pas répondu. Ils sont allés chez l'assistant du ministre. Lui, il leur a dit que le cas sera analysé par le conseil d'administration de l'Obura. Ils ne savent pas alors s'ils auront leurs indemnités ou pas. Ces retraités qui n'ont pas encore eu leurs indemnités sont une dizaine. À part les doléances de ces retraités, les personnels toujours en fonction qui doivent passer un test de recrutement de l'Obua demandent la résiliation des contrats de travail qui les lient toujours avec leurs premiers employeurs. Ces employeurs sont de 2 catégories. 4 sont des sociétés para-étatiques et 2 des institutions étatiques dont les personnels ont des statuts de la fonction publique qu'ils ne perdront pas. Ceux qui réclament la résiliation conformément à la loi de leur contrat de travail sont ceux des 4 sociétés para-étatiques. La rédaction de la RPA a encore une fois essayé de joindre le commissaire général de l'Obua, Jean-Pierre Gatore, ainsi que le ministre des Infrastructures, Deogracias Tsangani-Umwami. Personne n'a répondu à notre appel. Merci à Inès Gakidza. Dans nos éditions ultérieures, nous aborderons les doléances spécifiques des personnels de certaines de ces institutions fusionnées, des doléances que ces personnels souhaitent voir exaucées avant la passation d'un nouveau test de recrutement. Après plusieurs réclamations, le personnel burundais de la société Angélique International Limited, qui a gagné le marché de construction du barrage hydroélectrique sur la rivière Kaburanwa, vient de décrocher une partie de ses revendications. Aujourd'hui, nous abordons l'aspect des irrégularités relevées à travers les nouveaux engagements contractés entre le dit personnel et l'employeur. Éloge Divin Remèche. Nous avons demandé au ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines qu'il puisse effectuer une descente ici au moins une fois par semaine. Nous espérons aussi que d'autres problèmes pourront être résolus par voie de négociation en se partageant des informations et des idées. C'était le 2 mars dernier, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni achevait sa descente au chantier Kabu 16 de la société Angélique International Limited située en province de Chibitoke. Les informations parvenues à la RPA après la dite descente révèle que le Premier ministre aurait rencontré les représentants de ces sociétés indiennes de donner des contrats de travail revendiqués depuis longtemps par les employés burundais. Malgré cela, certains des employés burundais font savoir qu'ils n'ont pas été convaincus car des lacunes s'observent dans le contenu de ce contrat. Un employé burundais énumère ces lacunes. Cela aurait été raisonnable si le contrat comportait la date exacte de notre entrée en fonction. Ils nous ont donné des contrats qui montrent que nous avons été engagés en date du 1er mars dernier, alors qu'il y a ceux qui viennent de passer 3 ans, voire même 4 ans au service. Et ce qui est contradictoire est qu'à la INSS, ils nous ont même cotisé pour chaque employé depuis son entrée en fonction. Avec son contrat, nous n'avons aucune garantie que des indemnités qui tiendront compte de notre ancienneté au travail nous seront octroyés s'il arrive par exemple qu'ils souhaitent résilier le contrat. Si tu leur demandes de te donner un temps pour bien consulter ce contrat en détail, ils n'acceptent pas. Ils nous ordonnent de signer et de retourner au boulot. Pour ces employés burundais, le gouvernement de Gitega devrait faire un contrôle rigoureux afin d'exiger à la société Angélique International Limited de respecter le code du travail. Dans nos éditions ultérieures, nous parlerons d'autres irrégularités que les employés burundais trouvent dans les contrats leur délivrés récemment. Interdiction d'importer désormais les graines et la farine de maïs au Burundi, et ce depuis ce 8 mars. Décision prise par le ministère du Commerce et qui s'étendra sur 6 mois. Dans un point de presse animé ce mardi, le secrétaire permanent du ministère justifie cette mesure par le fait qu'il a été remarqué que ces produits contiennent ces derniers temps des substances cancérigènes. Suivez Jérémy Banigwaninziko. Le ministère du Commerce, Transport, de l'Industrie et du Tourisme porte à la connaissance des opérateurs économiques et des consommateurs de farine de maïs qui observent ces derniers temps l'importation de graines et farine de maïs ayant une teneur élevée
mycotoxines, telles que les aflatoxines et les timonidines, sont connus pour être cancérigènes. Compte tenu de la production de cette saison culturelle A, le ministère voudrait informer les opérateurs économiques que des mesures de sauvegarde viennent d'être prises en interdisant toute importation de graines, de farine et de maïs pendant une période de 6 mois, à partir d'hier, 8 mars 2021. C'était Jérémy Vaniguaninzigo, secrétaire permanent au ministère du Commerce. Dernière page de ce magazine, grogne chez la population de la commune Guitobé en province Kirundo suite à une contribution forcée à hauteur de 2000 francs burundais par ménage. Une contribution soi-disant pour des fins de développement communal. Cette population déplore le fait qu'aucun indice de développement n'a été enregistré longtemps après la collecte de cet argent. Rachel Kagissi. Ces lamentations de la population de la province Kirundo et en particulier celle de la commune Guitobé sont en rapport avec des contributions forcées qui lui sont exigées sans préciser en quoi elles vont servir. Cette population pense qu'il s'agit d'un vol organisé alors qu'elle faisait face à une pauvreté grandissante. Cet habitant de la commune Guitobé s'est entretenu avec la RPA. Depuis quelques jours, nous observons des administratifs à la base venir pour nous demander de l'argent. Ils exigent un montant de 2000 francs par ménage. Ils nous expliquent que c'est pour le développement communal. Ce qui est étonnant est que ce genre de contribution est collecté chaque année, mais qu'elle ne voit pas vraiment en quoi elle sert. Nous trouvons que c'est la façon de nous extorquer de l'argent, alors que nous sommes dans une pauvreté sans nom. Là où le bas blessé, toute personne qui ne s'acquitte pas de cette contribution se voit dépourvue d'un objet de valeur, quitte à la récupérer après paiement de la contribution. Ce qui me dérange le plus est qu'ils viennent prévoir cet argent dans une période où l'on n'a pas d'argent, quand il s'agit de la période de sémi. Et lorsque tu n'as pas cet argent, ces gens te prennent quelque chose comme une houe ou une chèvre pour te forcer à payer cet argent. La population d'Oguitobé demande aux autorités de ne plus exiger ces contributions, surtout que de telles contributions ont été exigées dans le passé, arguant qu'elles sont destinées au projet de développement sans qu'aucun projet ne soit réalisé. Une fois l'argent payé, ils te donnent un reçu, mais nous ne savons pas la destination de cet argent. Nous voulons que ces administratifs nous expliquent clairement ce que c'est ce développement communal dont on nous parle, car ce n'est pas la première fois que nous donnons de telles contributions. Une somme de 2000 francs par ménage dans toute la commune, ce n'est pas un petit montant. Selon des informations recueillies auprès des administratifs de la commune Guitobé, ces contributions exigées pour le moment serviront dans la réhabilitation de la route Guitobé-Gassoura pour le moment endommagée. Quant à la confiscation des objets de valeur de la population en cas de non-paiement de la contribution, ces administratifs précisent qu'il s'agit d'une violence des droits de la population et que la question figurait à l'agenda de la réunion de ce mardi. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Rachel Kagissier que nous mettons fin au magazine Humura Burundi de ce mardi 9 mars 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à l'ingénieur Ejide Mwemero et à Lucie Kabera pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.